j'ai tourné cela comme un documentaire en fait, parce que à chaque fois qu'on tournait une séquence de danse, même moi j'ignorais ce qu'il allait m'offrir. Ça se passait vraiment en direct, une improvisation. Je lui donnais juste une indication, un mot, un thème. Il réfléchissait un peu, généralement il fermait ses yeux, il marchait long en large pendant quelques minutes et après il me disait bon ben voilà, c'est bon, je suis prêt. Et il n'y a pas longtemps, alors que ça je ne le savais pas, il m'a dit que la scène du rêve en fait quand on le voit danser sur les toits, qu'il avait pensé en fait, parce que c'est lui-même qui m'a proposé de quitter sa chemise, son pantalon, d'être uniquement en caleçon court là, et il m'a dit qu'il s'était souvenu de son enfance quand il était presque à la rue et qu'il ne pouvait pas s'offrir en fait une chemise ni de pantalon. Il se promenait en fait tout le temps, il passait son temps en short, et qu'à cette époque là il avait honte de cette jambe en fait qui en faisait une espèce de d'exclu, enfin voilà, et là il voulait un peu fièrement montrer cette jambe là parce qu'il dit toujours c'est une jambe en or, parce qu'elle lui permet de défier les lois de la gravité, je trouve. Et voilà. Les danses sont impressionnantes, on a l'impression qu'il est en caoutchouc, qu'il fait ce qu'il veut de son corps, ce garçon. Oui. Il y a aussi une chose, c'est qu'il n'inspire pas du tout la piscine. On n'a pas du tout pitié de lui. Et puis ce fait-là aussi, c'est que ce garçon, dans cette société, c'est vrai qu'il est handicapé, donc il a l'exclusion d'être handicapé, mais le soir, on voit qu'il a cette aura autour de lui, parce qu'il danse, et que là, on le voit quand même danser. Oui, absolument, oui. Mais moi, je voulais un peu épouser son regard, parce que Souleymane Démé lui-même ne se voit pas comme handicapé, c'est ce qu'il m'a dit. Et vous savez, c'est toujours les autres qui nous nomment, qui nous assignent une place. Mais en réalité, si on écoutait les gens, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, ils ne se pensent pas forcément comme les autres les pensent. Et lui, il ne se voit pas handicapé. Et toute la mise en scène, en fait, le challenge, c'était d'éviter tout regard, en fait, pitoyable ou apitoyé comme ça sur lui. Et c'est être à son niveau, épouser son regard et l'accompagner. Et je pense que, oui, personne n'a eu pitié de Souleymane Démé, de Gris-Gris, dans les spectateurs que j'ai rencontrés. Donc voilà, c'est un challenge qu'on a gagné et c'est ça qui m'a importé, c'est de parler juste d'un danseur qui a une particularité. Il a une jambe handicapée, mais bon, vous savez, il y a des gens qui ont... Van Gogh avait bien une oreille en moins, il était peintre, on ne s'en souciait pas, donc voilà, c'était juste... il ne fallait pas en faire un problème aussi pour lui, voilà. Alors on est face à deux personnages, il y a Grégory d'un côté et Mimi de l'autre, qui ont du mal, quand on en dit, à trouver leur place, l'un parce qu'il est handicapé, l'autre parce qu'il est métisse. Ce sont deux laissés pour compte en fait, qui cherchent leur place. Ces deux-là en fait ils se rapprochent, c'est pas un hasard, ils se reconnaissent l'un l'autre. Oui, voilà, oui, ils se rapprochent, ils se reconnaissent en effet, c'est ça, hein, c'est presque cette chanson dans le film de Truffaut, hein, on s'est reconnu, on s'est vu, enfin voilà, et quand on se retrouve à peu près relégués dans le même espace, à un moment donné, en fait, on partage des mémoires peut-être communes, et je pense que c'est des gens qui se retrouvent un peu dans cet espace de liberté qu'est la nuit, parce que c'est interlope, parce que la nuit, généralement, quand vous allez dans un lieu comme une boîte de nuit, tout le monde partage à peu près la même chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas un prêtre généralement en boîte de nuit ou un marabout pour vous regarder, pour vous juger. C'est tous ceux qui entrent là, il y a quelque chose qui ressemble à une libération comme ça. Le monde de la nuit, il est solidaire, il est fraternel et tout. Et voilà comment ils se sont reconnus, parce que tout simplement ils sentent qu'ils viennent du même monde à peu près, et que au départ d'ailleurs leur amour est quelque chose d'assez pur, presque fraternel en fait, une sorte d'estime comme ça réciproque, et qui finit par devenir un amour assez moderne, hein, puisque Gris-Gris va jusqu'à proposer d'être le père de l'enfant qui est chrétien. C'est un amour désintéressé aussi. Absolument, c'est un amour désintéressé, ouais. C'est un amour désintéressé, c'est un amour tendre. Et en m'inspirant et en m'inscrivant dans ce qui se fait dans le cinéma, c'est que quand on voit un peu les scènes d'amour dans les films, notamment hétéros,
c'est vraiment, on a l'impression que c'est un rapport de domination permanent, enfin, dans la représentation qu'on en donne. Et il me semble que cette scène d'amour, je voulais inventer, et puis elle devient assez, elle est frustrante, elle est comme une première fois. Je l'ai filmée un peu comme quand on rate des premières fois. Ça arrive, tout le monde est passé par là, ça a quelque chose d'inachevé, d'inabouti et tout ça. Et j'aime bien, oui, voilà, il y a une tendresse quoi, que j'aime beaucoup dans leur relation. Oui. Vous montrez beaucoup de choses dans votre film, notamment l'emprise de la société sur les gens, l'emprise des méchants sur les gentils, pour faire simple, la libération finale. Mais en fait, même avec la libération finale, il y a quand même l'emprise de ces femmes et de ce village sur le couple qui forcément vont être reconnaissants. Absolument. C'était une volonté. Absolument, c'est une volonté, c'est-à-dire que malgré ce village utopique, parce qu'il est habité que par des femmes et tout, utopie qui permet de se projeter comme ça ailleurs, mais vous savez, dans les relations, souvent en fait la complexité des relations en Afrique, au Tchad particulièrement, mais aussi en Afrique, c'est qu'on devient très vite redevable en fait, parce que je pense que dans les sociétés un peu démunies où il n'y a pas beaucoup de choses, en fait on est dans une espèce de solidarité, un devoir de solidarité, et qu'à un moment donné je vous donne quelque chose en mémoire, il faut me rendre, voilà, vous êtes redevable, et on a toujours une dette envers quelqu'un en fait. C'est des rapports. Oui, ben oui, voilà. Donc ce n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une happy end parce qu'ils entrent dans une autre relation avec un groupe où là aussi il faut donner un peu de soi. D'ailleurs, ça commence très vite puisqu'on lui donne toutes les radios à réparer à un moment donné pour c'est son côté utile un peu dans cette communauté-là. Oui. Voilà. Il y a aussi autre chose qui m'a fait sourire à un moment, c'est l'emprise de la religion. On voit ces caïds qui font une prière avant d'aller faire un métier. Et puis il y a aussi le fait qu'on va faire jurer Gris-Gris sur le Coran. Absolument. Aussi, l'importance de la religion est si flagrante. Oui, absolument. Elle est flagrante. Et puis elle n'est pas seulement flagrante, elle est prégnante et elle est complètement, elle impose pas mal de codes de conduite. Mais vous savez, les gens, pour survivre, sont prêts à tout, et je pense que la morale ne tient que pour ceux qui sont dans l'opulence. Quand vous êtes dépouillé de tout, en fait, aucune morale ne vous retient. Enfin, il n'y a pas de limite entre l'immoral et le moral. Et au Tchad, il y a des gens qui font, en fait, qui peuvent jouer au faux témoin. Il suffit de les payer pour jurer sur la Bible, sur tout ce que vous voulez, pour être témoin. Et c'est ça que je voulais montrer, et ils sont même au marché en fait. Il suffit d'y aller, et puis ils se traînent, et on leur dit voilà, et j'ai même tourné la scène en fait, je l'ai coupée au montage parce qu'elle était trop explicite. Et ce qui est curieux aussi dans ce rapport-là, et ce que je voulais révéler un peu, c'est que un peu à l'image des terroristes islamistes, c'est que ils trafiquent en fait de la drogue, mais ils estiment qu'au nom de leur cause, en fait, c'est pas du tout un problème. Et les trafiquants dans Gris-Gris, ils font à peu près la même chose. Et en fait, ils menacent les gens par la religion. Ils essayent de les tenir comme ça, en espérant que les autres, en fait, sont croyants et qu'ils n'oseraient jamais, en fait, commettre de parjure comme Gris-Gris. Mais ce que j'aime bien, c'est que Gris-Gris, en fait, est dans la foi. Il n'est pas dans le rituel. Chez les musulmans, il y a beaucoup de gens qui sont dans le rituel, qui devient une sorte de croyance. En fait, la foi est beaucoup plus importante. Et quand on a la foi, on atteint en fait l'altérité, on atteint l'autre. Ce qui veut dire qu'on se construit avec l'autre. Quand on est dans le rituel, on estime que celui qui ne le pratique pas, ce rituel-là, est un étranger ou un ennemi. Et je trouve que c'est en cela qu'il arrive à les... Dès cette scène-là, je trouve que Gris-Gris, il arrive à les battre en fait. Il les bat parce qu'il y a ce regard où il les regarde de haut comme ça, et ça c'est la foi. La foi, elle est beaucoup plus forte qu'un rituel qui est censé en fait être une forme de croyance à un quelconque Dieu. Alors, vous l'avez dit au début, vous avez eu une démarche très journalistique dans le film.
film, puisque le film, par certains aspects, dans la mise en scène, c'est un documentaire pratiquement. La caméra suit Grégory, elle est toujours en mouvement comme lui. Absolument, oui. C'est vraiment essayer d'épouser son point de vue, de faire presque un documentaire en fait sur lui. C'est un documentaire, en fait, le film, faut le voir comme un documentaire sur un danseur, plein de rêves, et qu'à un moment donné, le portrait qu'on est en train de faire se brise, et le rêve de Grigsby se brise en fait sur la réalité sociale violente, parce que son beau-père tombe malade, et à partir de ce moment-là, la danse, le portrait en cours est complètement modifié. C'est ça en fait, s'il fallait faire le film, c'est vraiment un projet avorté d'un rêve en fait, d'un rêve de danseur. Voilà. C'est comme le rêve de la jeune fille qui veut partir à l'étranger en étant mannequin. C'est un peu le même. Absolument, oui, tout à fait, oui. Elle est et puis cet espace, ce studio un peu suranné où il y a tous les rêves. Enfin, il y a ce rideau bleu et puis après et je me dis c'est ça le rêve, c'est cette espèce d'imagerie en fait qu'on a en tête et qui permet à un moment donné à ces personnages en fait de vivre. Ils sont en permanence en mouvement et c'est ça en fait, c'est le mouvement de la vie. Ils sont vivants, ils sont pleins d'espoir malgré donc les petits coups qu'ils prennent. Ils continuent de croire et cette croyance là, ces rêves font vivre en fait malgré l'adversité. Voilà. Vous pouvez nous dire un mot sur le casting? Alors on a vu pour Slimane, mais pour Mimi par exemple, et puis pour Paul Caïd aussi. Lui il est plus connu pour Moussa, ouais. Moussa, Cyril Gay, ouais, c'est un comédien français qui est d'origine ivoirienne. Donc lui, je l'ai vu dans pas mal de films et je ne l'ai pas casté. J'étais sûr que j'allais le prendre. Donc, mais c'est vraiment quelqu'un de très doué. Et Anaïs Monori, qui joue le rôle de Mimi, a été castée. J'avais une directrice de casting. Elle est allée donc à l'audition. Il y avait une vingtaine de filles. Et j'ai trouvé sa fraîcheur, en fait, assez proche de ce que je recherchais, quoi. Sa fraîcheur, pas sa plastique, en fait, c'est pas forcément ça, mais elle avait joué une scène, en fait, on a demandé à la vingtaine de comédiennes de jouer cette scène-là, de l'interpréter, et elle était la plus juste parce qu'elle a joué cette scène de manière assez froide, ce qui donnait vraiment une violence encore plus forte, alors que toutes les autres filles avaient joué l'hystérie, en fait, dans cette scène. Enfin, imaginez seulement une scène de ménage, et voilà, il y a les hystériques, et puis il y a des choses, des fois, qu'on balance comme ça, qui sont d'une violence 10 000 fois plus, quoi. Et elle avait cette interprétation assez particulière, et je me suis dit, allez, on va essayer, même si elle n'avait jamais rien fait avant ça. Elle est plutôt mannequin, elle fait des défilés, tout ça, donc voilà, mais elle s'en sort très bien, je trouve. Ah oui. Voilà, ouais. Et pour le reste, vous prenez ce sont des autres acteurs, ce sont des professionnels à chaque fois, ou ce sont des... Oui, c'est le beau-père, en fait, c'est un comédien qui a fait le conservatoire d'art dramatique à Paris, qui est d'origine congolaise, tout ça, et qui fait beaucoup de théâtre. Le voisin, le commerçant qui prête de l'argent à Grigri, c'est Youssouf Diaouro, qui est vraiment le comédien avec qui je travaille depuis Darat, Un homme qui crie, et en ce moment il a un rôle très important. Ça fait 3 mois qu'il tourne avec Guédiguian à Marseille. La mère, alors là, c'est une femme qui est docteur en pharmacie, qui n'a rien à voir avec, mais qui est assez intelligente pour me rendre un peu ce que je lui demande. Elle vit au Tchad et elle depuis Bye Bye Africa, elle a toujours eu un rôle dans mes films. Et donc voilà, ouais. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, les autres, c'est des petits rôles un peu. Les femmes du village, Et les femmes du village, c'est des femmes qui sont en fait, elles sont dans une association. D'ailleurs, à la fin, on voit bien avec les femmes de l'association des femmes du village de Maïlao. Et en fait, à les voir fonctionner, elles étaient tellement bien organisées en fait. Elles arrivaient 30 minutes en avance, elles faisaient tout, mais comme des professionnels, à tel point que j'étais vraiment touché parce que
généralement, quand je tourne là-bas, les gens sont pas, même ceux qui sont payés, mais dans l'équipe technique, sont pas aussi conscients de leur rôle. Et ça m'avait beaucoup touché, donc j'ai donné beaucoup plus d'importance en fait à ce groupe, à ce chœur de femmes comme ça, qui en réalité dans le récit à un moment donné changent le cours du destin de Gris-Gris, c'est-à-dire qu'elles entrent par effraction. Si vous vous souvenez, quand ils font l'amour, on entend les voix, les chants des femmes qui entrent comme ça, comme par effraction, et à partir de ce moment, pour moi, elles prennent en charge le destin de ce couple. Et logiquement, au commencement, quand on regarde le film, on se dit que Gris-Gris est un tragédien et qu'il va, en fait, il va vers sa mort. Et ces femmes-là, en fait, réécrivent complètement l'histoire. J'aime bien l'idée qu'elles entrent là comme des Amazones et qu'elles font la révolution en quelque sorte. Donc, au lieu d'un récit déjà bien posé et tout structuré, elles viennent et elles dévient tout. Et puis voilà, c'est des femmes oui, qui sont indépendantes, autarciques, qui vivent toutes seules dans ce village avec des enfants. Et je pense que, est-ce qu'il y en a qui étaient des anciennes prostituées ou pas, mais en tout cas, voilà, je ne voulais pas plus définir ça, mais je voulais une communauté de femmes solidaires, comme j'en connais, et puis je voulais par la même occasion rendre hommage, en fait, aux femmes qui font... dès que vous y allez, en Afrique, vous en voyez des femmes qui font 20 km pour aller chercher de l'eau, qui ont un bébé dans le dos, un autre qu'elles tiennent à la main, enfin bref, qui ont quelque chose sur la tête. Enfin voilà, hommage à ma mère, mes tantes, mes sœurs, tout ce beau monde qui... C'est un hommage aux femmes. Oui, voilà, ouais. Aux femmes, aux françaises, aux femmes. Voilà, aux femmes, oui. Alors justement, vous dites que vous avez donné un petit peu plus d'importance à ce groupe. Ça veut dire que vous n'avez pas hésité à adapter le scénario au gré de ce que vous avez vécu au moment où vous tourniez? Absolument, oui. Mais je suis toujours ouvert à ça, en fait. C'est-à-dire que la vérité des gens est beaucoup plus importante que ce qu'on écrit en réalité. Et que si vous arrivez à capter la vérité des gens, en fait, à l'évidence, c'est crédible, c'est fort, ça émeut toujours, parce qu'on ne joue plus en fait. Et c'est ça qu'il faut essayer de capter, mais je pense que ça, c'est le désir de tout réalisateur. Et est-ce que ça peut déstabiliser les comédiens Oui, ça peut déstabiliser beaucoup les comédiens. C'est pour ça que, par exemple, Gris-Gris, je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui, je n'ai pas voulu le pousser vers une interprétation, l'interprétation d'un personnage, parce que c'est un garçon qui n'est pas allé à l'école, il est pur comme ça, un peu ingénu et tout, et je ne voulais pas le perturber, en fait, par une interprétation, un personnage qui viendrait un peu coloniser son identité même, en fait, et je l'ai laissé un peu proche de lui-même, parce qu'il faut quand même, aucun film ne mérite que les gens, en fait, après soient complètement perturbés, parce qu'ils ont joué un rôle... Et c'est arrivé, hein, même en France, dans le cinéma français, des gens qui ont interprété des choses trop poussées, et à un moment, on perd un peu le nord, et je me dis qu'aucun film ne mérite qu'un homme ou une femme puisse y laisser un peu, voilà, son équilibre.